Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine où on va regarder essentiellement deux choses, hein. Donc Vénus en Scorpion, comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, avec toute son approche liée au mythe, aux déesses de l'ombre, qui est assez fascinant, hein, même si j'ai dû un petit peu réduire tant j'aurais pu en trouver et en trouver et en trouver. Et aussi l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance, puisque la Balance, c'est le domicile céleste de Vénus. Donc il y a un lien assez intéressant, hein, même si Vénus n'est jamais très loin du Soleil dans le système astrologique. Mais là, on rentre quelque part dans ce signe de l'harmonie et de l'équilibre, avec son régent étant, on pourrait dire, au pays d'Hadès, entre guillemets, ou au pays de l'inframonde. Donc il y a quand même une subtilité, je trouve, qui pourrait être intéressante à tisser ensemble. Je voulais aussi vous proposer de regarder comment on peut partir d'une sorte de diagnostic de ce qu'on appelle les dignités majeures d'un signe et qui va nous entraîner quelque part dans le monde symbolique, hein. Donc comment on parle de la technique astrologique pour faire des ponts avec le monde symbolique. Le domicile céleste de la Balance est un lieu où Vénus en est la régente, où Mars n'aime pas du tout être en Balance, hein. Ça, vous le retrouvez toujours en astrologie. Vénus du Taureau, Mars du Scorpion. Alors, je sais qu'au niveau traditionnel, hein, au niveau moderne, la régence a été attribuée à Pluton. Et Vénus de la Balance opposée à Mars en Bélier. Donc, on est toujours dans ces amants cosmiques qui, dans le zodiaque, sont une paire de complémentarité et d'opposés. Le signe de la Balance est aussi le lieu de l'exaltation de Saturne. Alors ça peut surprendre certains, mais justement, ça nous permet de rentrer peut-être dans une dimension plus profonde de la Balance en lien avec l'ordre cosmique, hein. Il faut savoir qu'au départ, et je vais évoquer quelques mythes, tout ce qui était de l'ordre de la justice était très relié à la justice divine, hein. Donc il y avait le besoin de refléter, j'allais dire, l'ordre et l'harmonie comme étant des reflets de ce qui se passait dans le macrocosmos, hein. D'ailleurs, en Sumer, vous retrouviez, alors j'ai écrit, hein, sur ma préparation, c'était Zibanu, et c'était le lieu de la pesée, hein, la constellation de la balance, et c'était la balance du ciel. Vous retrouvez aussi beaucoup dans les Égyptiens, hein, Mat, qui était gardienne de l'ordre cosmique, hein. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'on réduit souvent à la balance à cette idée de moi et l'autre, la relation, les accords relationnels, et peut-être aussi toute la tension des opposés, la difficulté de se positionner dans la balance. Et ça, on le verra aussi parce que Mars est en exil, hein, donc c'est pas un Mars tranché du Bélier, hein. Dans la Balance, c'est un Mars, on pourrait dire, qui doute, par exemple, hein, ou qui pèse justement. Mais dans cette idée de peser, il y a vraiment le besoin de trouver une harmonie qui reflèterait quelque chose, qui serait vraiment le reflet de cette harmonie cosmique. Et je trouve que ça remet au centre de la Balance les valeurs d'éthique, les valeurs morales, hein, que vous retrouvez dans la pesée des âmes égyptiens, hein. Ou si votre âme était aussi légère que la plume, vous étiez envoyé chez Osiris, mais que si le cœur était lourd, vous alliez chez Hamit, qui dévorait et qui mangeait les âmes. Et il y avait, avant la pesée, je crois, cette sorte de déclaration d'innocence qu'il fallait faire pour un petit peu nettoyer, j'allais dire, notre cœur, hein, comme étant un reflet aussi de notre âme. Moi, je trouve que c'est très beau. Vous retrouvez ça aussi en Grèce avec Thémis, hein. Vous savez, Thémis, si vous regardez, c'est cette déesse de la balance qui était la déesse de l'équilibre, mais elle était aussi oracle, hein. C'était un des interprètes de l'oracle de Delphes. Et pour certains, c'est aussi la mère des moires. Les moires, je vous en ai parlé au moment des éclipses, de ces tisseuses. Donc je trouve qu'on retrouve au travers de ces évocations symboliques, la notion de la balance est aussi très liée au jugement. Elle est très liée au choix, hein, au choix et aux décisions que l'on doit faire pour maintenir l'harmonie, mais aussi la difficulté aussi parfois d'être confronté à un choix, que ce soit le choix amoureux, que ce soit le choix de notre destinée aussi, de savoir si les actes qu'on pose, hein, c'est peut-être pour ça que Mars a des difficultés en lien avec ce signe, et la régence, enfin en tout cas, pardon, l'exaltation de Saturne dans ce signe fait penser aussi qu'on ne peut choisir que quand on a acquis peut-être cette maturité saturnienne qui va nous demander de répondre de nous-mêmes. Et il y a un mythe, je crois, qui est associé par Lise Green à la balance. Alors, il y a quelque chose aussi peut-être
pour vous permettre d'être créatif. Certains mythes, on les associe parce qu'on sent qu'il y a des reliances ou des tissages justement archétypales, un petit peu hein, dans ces grandes images qui se reflètent dans le mythe, mais il n'y a pas vraiment de règles. Si pour vous, vous lisez même un conte de fées ou quelque chose qui vous fait penser à cette énergie de la balance, c'est tout aussi valide. Hein. C'est la créativité de l'association et c'est un peu notre panthéon intérieur et la richesse de notre monde symbolique. Hein. Moi, je vous partage mes associations ou celles que j'ai lues, comme notamment pour Vénus en Scorpion, que je trouvais très liée à des épreuves de psyché, mais c'est ma propre, comment on pourrait dire ça, c'est en reflet avec mon panthéon. Donc je vous invite aussi à faire la même chose pour vous, parce que forcément ça va résonner avec chacun différemment et ça amplifie. Et l'idée un peu, c'est de contribuer justement dans notre monde, je trouve, qui monte beaucoup et cruellement de symboles et de vie intérieure en lien avec cette richesse du monde des images et du symbole d'y contribuer. Donc, un des mythes qu'on connaît un peu, c'est le jugement de Paris. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux jugement de Paris, vous avez des fois des tableaux magnifiques où il y a cette pomme. Hein, donc, Paris, c'est un prince troyen. Il y a une prophétie, hein, comme tous, qui contribuera à la destruction de Troie. Et en effet, Aphrodite, Héra et Athéna vont lui demander de choisir qui est la plus belle, hein, donc, avec cette fameuse pomme. Donc, au début, Paris veut couper la pomme en trois. Hein, mais forcément, Zeus n'est pas totalement d'accord en lui disant qu'il doit choisir. Donc, chacune des déesses lui propose un cadeau. Donc, Aphrodite lui propose la plus belle femme du monde, Héra le gouvernement du monde, et Athéna lui propose la sagesse, bien sûr, et d'être toujours victorieux dans ses batailles. Paris séduit peut-être ou pas forcément, enfin forcément, choisit en tout cas la plus belle femme du monde, et même si Héra et Athéna affirme qu'il n'y aura aucune représaille. La femme la plus belle du monde à l'époque, c'était Hélène, qui est la femme du roi Ménélas, et forcément, ça provoque ce qu'on a connu ensuite comme la guerre de Troie. Donc, je vous invite à lire le mythe plus en détail. Hein, ici, je le résume un petit peu. Donc, ce mythe nous pose forcément tout le lien à la beauté, hein, au choix aussi, hein, aux blessures qui peuvent nous pousser à choisir ou à pas choisir, ou au contraire, tout le côté aussi de la revanche, hein, qu'on oublie forcément beaucoup, mais là où il y a justice, il peut y avoir aussi punition et comment justement les choses parfois sont punies ou ne sont pas punies et devant quelle justice, la justice des hommes, la justice divine. Hein. Élise Green, ce qu'elle explique, c'est que profondément, et ça c'est quelque chose que je crois que vous m'avez déjà entendu parler, mais qu'on oublie dans la balance, et vous allez voir ensuite le lien avec Vénus en Scorpion, c'est que c'est un signe où pour vivre des relations quelque part qui vont refléter profondément nos valeurs vénusiennes, on est souvent mis au choix. Et là, pour le coup, Paris, dans son immaturité justement de son choix, puisqu'il cède plus à ses désirs, à l'attrait du beau, hein, et de quelle beauté. euh, il y a des conséquences que sont la destruction dont il n'a pas forcément conscience. Hein. Donc c'est vrai que Saturne, peut-être une des significations multiples de l'exaltation de Saturne dans la balance, c'est que choisir suppose aussi que nous sommes responsables et surtout d'assumer les conséquences de nos actes. On peut penser aussi à la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, hein, ce fameux choix qui va supposer aussi parfois, et c'est ce que déteste la balance, c'est que quand on choisit quelque chose, on renonce à tout le reste, et notamment dans le choix amoureux, et surtout s'il y avait plusieurs ou une triangulation, hein, ce que Vénus adore, elle adore les triangulations. Il y a toujours quelque part une des relations qui risque d'être lésée. Hein. Donc c'est vrai que le lieu aussi de la balance est un lieu où on va émettre des jugements de valeur. Hein. Donc c'est vrai que l'ombre de Saturne exalté dans la balance serait qu'on va émettre des jugements de valeur qui vont répondre à la société, et c'est l'ombre aussi de la balance, qui vont répondre aux codes sociaux, qui vont répondre aussi à un héritage hein, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Hein. Et là, on pourrait appeler peut-être de non-choix. Donc c'est vrai que ça nous demande aussi ce processus de maturité qui pourrait être de développer une éthique, de développer des valeurs, ça c'est la Vénus en taureau, de développer un sens de la justice et de l'ordre, et surtout peut-être ce que nous amène
hein. Une hypothèse de la balance, c'est se rappeler cet ordre cosmique, hein, ce mariage aussi des opposés en nous, euh, comme si quelque part, dans cette pesée, on pourrait peut-être avoir conscience que chacun de nos choix contribue aussi à maintenir l'équilibre du monde, ou au contraire à s'octroyer les foudres de l'étoile de Némésis qui était appelée Saturne, et d'avoir une rétribution et des conséquences à payer. Donc je trouve aussi que ça peut nous faire demander euh, quelle Aphrodite on choisit, hein. J'avais lu quelque chose, je ne sais plus où, mais où on avait l'impression d'être dans une société justement où on est saturé, hein, d'Aphrodite, de Vénus, mais peut-être qu'on a perdu l'Aphrodite qui nous faisait tendre vers le beau, le bon, le vrai, l'idéal, qui sont toutes des vertus platoniciennes, hein, cet amour, des vertus, comme c'est dans mes notes, j'ai mis amour, comme reflet de l'ordre cosmique, hein. Donc voilà, c'était une invitation un petit peu sur une réflexion, des pistes de réflexion différentes pour la balance. Et en ce qui nous concerne, ce questionnement en plus en saison d'éclipse avec la balance, donc qui peut nous mettre face à certains choix, va aussi se trouver, euh, on va aller dans une direction puisque Vénus est en Scorpion. Donc pareil, on peut faire un même diagnostic avec Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion n'aime pas être en Scorpion, hein, pour la tradition. Pourquoi? Parce que Vénus est en domicile en Taureau. Donc en Scorpion, elle est dans un lieu d'exil. Elle est dans un lieu où justement, elle n'est pas, euh, elle est en territoire. Moi, j'appelle ça, elle est en territoire marécageux, mais surtout, Vénus en Scorpion est dans le domicile céleste de Mars. Et du coup, ça va lui demander pas du tout d'être dans ce repos et dans cette joie et de profiter de la vie, mais il y a quelque chose où elle doit intégrer quelque part Mars, où elle doit se confronter à l'ordre de la symbolique aussi de Mars en Scorpion. Et de quoi nous parle cette étape-là, peut-être, de Vénus en Scorpion? Bah, c'est souvent de descendre dans les profondeurs. Et j'aime beaucoup cette image de Luc Biget pour nous libérer des mémoires et des eaux mal informées. Et là, vous allez voir le pont avec justement le fait qu'on soit dans la balance, c'est que peut-être l'étape pour vivre ces relations éclairées, refléter, faire des choix qui reflètent l'ordre cosmique, avec Vénus actuellement en Scorpion, on a besoin de descendre et d'aller nettoyer, couper nos attachements, sortir aussi de ce qui nous fait répéter la mémoire, hein. Il y a une hypothèse que c'était un de mes profs jungiens qui... euh, j'ai fait des études jungiennes, hein, pour vous citer mes sources. C'était un institut au Pérou, mais mes profs sont espagnols, surtout d'Espagne. Et ils nous expliquaient aussi que les temples, les anciens temples de prostitution, hein, et il y avait sur l'île d'Aphrodite, alors j'ai plus le nom, je dis Delphos, mais peut-être que je confonds avec Delphique, hein, donc, en tout cas, sur l'île d'Aphrodite, il y avait ces temples de prostitution où il y avait cette idée que les hommes allaient dans ces temples avant de se marier, et c'était vraiment pour se libérer justement de l'empreinte maternelle, pardon, donc de l'empreinte de la lignée, et se dépouiller, hein. Ça, on l'avait vu un petit peu aussi avec Vesta, quand je vous avais parlé de Vesta, qui aidait justement à régénérer l'énergie et à quelque part, pour moi, connecter un lieu en nous, un espace de pureté où justement on n'était pas, entre guillemets, hein, je ne vais pas dire le mot souillé, mais si on n'était pas imprégné de s'aligner. Et d'ailleurs, ça fait sens aussi, puisque dans la tradition moderne, alors c'est plus de la tradition, pardon, dans l'astrologie moderne, c'est Pluton, le régent du Scorpion. Et là aussi, pareil, ça voudrait dire que Vénus en Scorpion est dans un domaine où elle va explorer les tabous, elle va explorer les secrets. Alors, bien sûr, souvent, la difficulté, c'est que bah, dans toutes ces eaux mal informées, il y a énormément de mémoire d'abus de pouvoir, de domination, de pactes faustiens aussi qu'aurait pu faire Vénus, c'est-à-dire de se laisser sous l'emprise de quelque chose pour obtenir certaines ressources, de sentir complètement enfermé au nom de l'amour. Et c'est vrai que une aussi, et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, hein, je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'une de mes professeurs a été Démétra George il y a maintenant plus de 14 ans ou 15 ans. Euh, et il y avait cette idée qui m'avait toujours fascinée et que je trouve tellement présente avec Vénus en Scorpion,
c'était que du moment, et vous le voyez très bien dans la mythologie, il y a un moment donné où on a coupé la tête au serpent. Alors c'est ma métaphore à moi, hein, mais c'est Apollon qui coupe la tête à Draconia, l'oracle de Delphes, vous avez aussi Marduk et Tiamat. Enfin, il y a vraiment quelque chose où on a mis dans l'ombre, quelque part, tous ces aspects féminins liés au mystère, on pourrait dire, du serpent. Alors, vous pouvez aller chercher à l'Est le serpent Kundalini et cette idée de la régénération. Et c'est ce que dit, c'est l'hypothèse de Démétra George. Alors, ça correspond aussi à l'ère du taureau et l'ère du bélier, hein, quand les héros solaires prennent un petit peu le devant de la scène. Mais c'est surtout qu'en coupant et en nous coupant aussi collectivement parlant de cet accès à ce qu'on appelle ces déesses de l'ombre, et vous en avez dans la mythologie les Némésis, les Médées, les Médusas, euh, Perséphone, Hécate, les moires, les Hernies, il y en a vraiment énormément. On nous a coupé, ou on a rendu tabou deux choses que sont la sexualité et la mort. Et ça m'avait toujours fascinée dans le début de mes études d'astrologie, et je pense que justement, Vénus en Scorpion vient aussi nous parler quelque part de ces mémoires, de ces déesses collectives qui ont été enfouies, hein, et tout le défi qu'on va avoir aussi pour peut-être reconnecter avec un certain trésor ou voir aussi ce qu'elles vont nous demander de réveiller en nous. Alors souvent d'une manière inconfortable, pourquoi? Parce que surtout avec un soleil de balance et une Vénus en scorpion, on va se confronter aussi à tous les tabous entre guillemets de la société, tous les lieux inconfortables aussi, hein. Euh, et pour ça, je voulais vous l'illustrer avec le mythe de Psyché. Et il y a dans le mythe de Psyché, donc je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est de parler plus de quelques de des épreuves qu'elle doit accomplir, hein. Psyché, elle est dans un premier temps condamnée par Aphrodite qui est jalouse, donc on retrouve toujours un peu ces thématiques de rivalité féminine, hein, qui peuvent être aussi des choses de l'ombre d'une Vénus en Scorpion, hein, c'est qui prend les ficelles un petit peu dans l'ombre. Et finalement, Éros, le fils d'Aphrodite, la sauve. Il l'emmène dans son château en lui faisant promettre de ne pas le regarder puisque euh, Psyché, pardon, est amoureuse de lui, mais elle ne voit pas, elle n'a jamais vu en fait qui était son mari et son prince ou tout ce que vous voulez, jusqu'à ce que ses sœurs arrivent et lui disent c'est quand même bizarre que tu ne puisses pas voir la nuit, enfin que tu ne sais pas qui est ton mari. Et donc Psyché, une nuit, va allumer une lampe d'huile pour voir qui dort à côté d'elle. Et là, elle va voir en effet que c'est Eros, donc elle est éblouie. Et le problème, c'est qu'il y a une goutte d'huile qui se réveille, qui tombe sur Eros et qui le réveille. Et donc, tout l'enchantement part, hein. Elle sort du mirage de l'amour, mais finalement, elle avait vraiment le dieu de l'amour à ses côtés. Et il y a toute une série d'épreuves pour aller rencontrer à nouveau, peut-être aller faire ce processus psychologique. C'est Robert Johnson, et je m'inspire beaucoup de lui. C'est un petit livre en anglais qui s'appelle She. Euh, je vous l'indiquerai si vous voulez, où il explique justement que le mythe de Psyché, ça peut est une métaphore un petit peu ou une analogie de la descente du féminin pour aller rencontrer certaines de ses richesses. Et que dans les épreuves, donc la première épreuve, c'est trier les graines. Il y a une épreuve aussi avec récupérer la toison des béliers, donc il y a maîtriser la force, intégrer le logos. Mais il y a deux épreuves qui sont liées justement au monde du dessous, donc je trouvais qu'elle était très scorpion. La première, c'est que Psyché doit remplir un gobelet de cristal des eaux du Styx, hein. Donc vous savez, les eaux du Styx, c'est les eaux des enfers. Seulement, c'est gardé par des monstres. Et en plus, sur ces eaux, il n'y a aucun recoin où vous pouvez euh, vous, euh, vous appuyer, hein, pour aller chercher l'eau. Donc là, comme toujours, elle est aidée par un aigle. Elle a beaucoup d'aide, Psyché. Donc elle est aidée par un aigle, hein. Donc elle est aidée par la prise de hauteur pour aller boire les eaux. Et elle arrive, donc l'aigle va lui chercher avec le gobelet de cristal. Donc en plus, dans cette fragilité, il va lui permettre de réussir cette épreuve. Un des symbolismes de l'épreuve, c'est que les eaux du Styx représentent justement les eaux de la vie, de la mort. Donc on est beaucoup dans le scorpion, hein, dans cette immensité de la vie.
et que quelque part, l'aigle, c'est celui des fois, justement, rappelez-vous, en plus, je trouve que c'est très symbolique du scorpion, c'est un lieu où on peut être complètement, je vous ai mis le mot dans l'ombre sous emprise, mais pour moi, c'est parce que l'emprise au sens, pas forcément psychologique, hein, ça, surtout en astrologie, on peut faire du symbolisme, mais pas forcément diagnostic, on peut pas forcément diagnostiquer des choses comme ça, je trouve, sauf si on a un autre titre plus, j'allais dire, académique en lien, qui permettent de donner des diagnostics comme ça psychologiques, mais on peut voir quand même le symbolisme. Et c'est vrai qu'une Vénus en Scorpion, il y a quelque chose qui totalise l'expérience, hein. Vous êtes complètement absorbé dans quelque chose et justement, vous êtes prisonnier de ces eaux marécageuses où tout s'enfonce, hein. Donc il y a cette intensité du Scorpion. Et là, il y a vraiment cet aigle, hein. En plus, l'aigle est d'ailleurs aussi des fois un des animaux qui a été associé au scorpion, hein. Vous avez, je crois, le serpent, l'aigle et ensuite le phénix. Et il y a cette idée de euh, prendre de la hauteur sur les choses et de prendre que un vase à la fois, qu'une expérience. Je trouve que c'est assez beau aussi. Il y a cette idée de prendre une expérience à la fois et de participer quand même à cette intensité du monde, mais en sachant à des moments euh, ne boire que le juste, hein, ne pas complètement, j'allais dire, on pourrait imaginer Vénus en Scorpion pour certains d'entre nous, pour ces 2 semaines, qui va nous confronter à certaines mémoires qui remontent à la surface, et on pourrait se faire entraîner en réactivant toutes les mémoires de tout du générationnel et toutes les mémoires des femmes qui ont été, toutes les déesses de l'ombre, enfin, sentir cette rage aussi, toutes ces choses-là. Et là, il y a cette idée vraiment que la conscience, très délicatement, ne peut prendre et boire et conscientiser peut-être ou dialoguer avec quelque chose, une, une, une comment on pourrait dire, one step at a time, pardon, je mélange mes langues, c'est parce que souvent je lis en anglais, je parle ici en espagnol et je vous transmets en français, donc c'est dans ma tête, des fois ça fait des couacs. Et la dernière étape qui est magnifique d'ailleurs, je vous invite, moi j'aime beaucoup Waterhouse, pour ceux qui ont vu mon site internet, comme c'est libre de droit, j'ai pu les mettre, et il y a justement, donc c'est un pré-raphaélite, et il y a ce tableau magnifique où justement Psyché ouvre la boîte de beauté de Perséphone. Et la dernière étape de Psyché, c'est qu'elle doit aller récupérer euh, une fiole, en tout cas, de la boîte de beauté de Perséphone. Donc au départ, elle se dit que c'est une étape impossible, hein. Elle veut même euh, enfin, je ne sais pas si elle veut se suicider, moi je l'interprétais comme ça, mais elle monte en haut d'une tour et elle voudrait s'échapper. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la tour qui la guide et lui donne de nombreuses instructions. Donc je vous invite à lire, je ne vais pas tout, mais Psyché doit aller se trouver d'abord le lieu caché d'Hadès, elle doit aussi gagner son passage, hein. Le passage dans les enfers, c'est quelque chose de très codifié, hein. On ne peut pas entrer dans les enfers comme ça, hein. Donc, elle a pour cela 2 pièces de pain d'orge, pardon, 2 morceaux de pain d'orge, elle a aussi 2 pièces de monnaie dans ses dents, hein. Et à chaque fois, en fait, quand on lit le mythe, pour aller vers les enfers, il y a des personnes qui lui demandent son aide. Or, et ça on retrouve, je trouve, un des symbolismes du scorpion, elle a quelque chose de plus grand à faire. Et c'est vrai que le signe du scorpion, c'est un signe où on peut souvent euh, alors là j'ai encore un mot dans une autre langue, desperdiciar, on peut perdre notre énergie parce qu'on s'épuise, hein. On ne contrôle pas justement, on n'a pas pris, comme on pourrait dire, ce gobelet de cristal où on a rassemblé notre énergie. Donc elle va devoir garder ses ressources pour les tâches, hein. Et dans les nombreuses tâches, elle va rencontrer les moires, elle va rencontrer le cerbère, hein, vous savez, c'est ce chien à qui elle va justement pouvoir donner une pièce, un morceau, pardon, de son pain d'orge. Elle va ensuite pouvoir payer son passage avec Charon, hein. Charon, c'est celui qui aide à traverser le fleuve. Et là, justement, elle peut enfin rencontrer Perséphone parce qu'elle a gagné en maturité, elle a gagné aussi en sagesse. Et Perséphone accepte de lui donner une petite fiole de sa boîte de beauté. Seulement, il y a normalement une règle que lui avait dit la tour dans les instructions, c'est qu'elle ne devait pas ouvrir cette boîte, hein. Ça vous rappelle la boîte de Pandore, on ne doit pas ouvrir la curiosité, hein. Donc, Psyché, quelque part, on pourrait dire, et ça c'est Robert Johnson, je trouve ça magnifique, il dit c'est vraiment l'étape où on va aller récupérer la mémoire justement de toutes ces lignées de déesses, de toutes ces lignées
du féminin, mais le défi, c'est de ne pas s'identifier à elle, hein. Et d'ailleurs, si on s'identifie, et c'est toujours le danger de s'identifier à un archétype, euh, et c'est ce que va faire Psyché, elle va quand même ouvrir la boîte, et du coup, il va y avoir une sorte de vapeur qui va la plonger dans un profond sommeil. Bien sûr, Eros, qui pourrait là symboliser son masculin intérieur, va lui permettre de se libérer et ils vivront une histoire d'amour magnifique. Mais pour rester sur cette étape, ce symbolisme, c'est vraiment aussi, les mythes ont toujours la mise en garde et le cadeau, hein. C'est cette mise en garde aussi, quand on descend dans les profondeurs, quand on commence à ouvrir cette boîte, il y a aussi cette demande de la vie, on pourrait dire, de revenir à la surface et de ne pas perdre non plus notre individualité ou qui on est, ne pas se laisser submerger aussi par toutes ces forces-là. Donc, pour rester sur notre Vénus en Scorpion, euh, Vénus en Scorpion, elle réveille pour moi aussi tout ce qu'on appelle l'image archétypale, hein. Ça, c'est quelque chose que vous m'entendez aussi préciser. Les planètes ne sont pas des archétypes, ce sont des images archétypales. Un archétype, on ne peut pas, comment dire, on le rencontre par les images et les mythes, hein, mais quelque part, on ne le rencontre pas directement, hein. Et donc, pour moi, Vénus en Scorpion évoque, hein, comme image archétypale ces déesses noires qui sont, vous pouvez même rajouter Lilith, hein. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Donc, ça peut être aussi l'étape qu'on doit nettoyer. Elles sont très créatives, il y a quelque chose de très libre, qui n'est pas du tout soumis justement au code, on pourrait dire, de la balance, qui sont là aussi pour détruire l'ancien, hein. Et ça, vous le voyez aussi dans le mythe de Perséphone et Cérès, hein, c'est cette idée d'alternance des saisons et de toujours renaître à une autre étape. C'est celles qui, comme Psyché, avec les mises en garde qu'on a vues au niveau symbolique, vont nous conduire dans le labyrinthe de l'inconscient. Elles vont nous demander de faire face à nous-mêmes, d'être nus, d'être honnêtes, d'être sans illusion, de se dépouiller justement. Mais du coup, en faisant ça, elles font souvent remonter toutes les rages, toutes les frustrations, tous les endroits justement où on se trahit, tous les endroits où, dans certaines relations, on a l'impression justement d'être prisonnière et de ne pas arriver à avoir cette conscience de nous-mêmes. Mais le cadeau, et je trouve quand on les touche, sans s'identifier, hein, je le répète, mais c'est cette idée d'une forme de régénération, d'une forme de liberté. Il y a ce mot en anglais que j'aime beaucoup qui est fierce. Féroce en français, du coup, j'aime pas trop, parce que moi, c'est un mélange de quelque chose qui ose, hein, vous voyez, de sauvage, pareil, mais c'est toujours des mots un peu limités. Si vous en avez d'autres, je les veux bien, hein. Donc, c'est vrai que je trouve, voilà, ça peut brasser, on est encore en éclipse, mais j'espère qu'avec ces guides symboliques, vous trouverez justement la force, comme Psyché, et les alliés que sont l'aigle ou la tour, et la tour, des fois, pour James Hillman, pardon, je confonds mes sources, pour Robert Johnson, symbolise aussi justement l'aspect humain, toutes les attentes, hein. Et d'ailleurs, la balance est un des seuls signes inanimés dans le zodiaque, hein. Et enfin, pour finir, trois autres aspects, je reprends mes notes, de cette semaine, qui est Mercure. Donc Mercure, c'est celui qui va nous inviter à intégrer tout ça. Donc mercredi, on a Mercure en Vierge qui est opposé à Neptune et qui va être aussi en trigone à Pluton, hein. Euh, et après, en plus, qui va être conjoint, il va rentrer en balance. Donc mercredi, ça peut être une journée, les les jours où Mercure est opposé à Neptune, c'est pas des journées où on y voit très clair. Donc, réécoutez les mythes, lisez les mythes, contemplez les images, mais essayez de saisir avec Mercure en Vierge, de mettre de l'ordre, autant aller dans le domaine neptunien, qui est un petit peu ce que je vous ai partagé aujourd'hui, qui était assez neptunien, puisque c'était très lié justement aux images, à ce monde de l'imaginal, hein, qui nous permet aussi de dissoudre un petit peu juste de parler de la personnalité ou de ce qui va nous arriver ou pas nous arriver. Et ensuite, on a Mercure aussi qui avance en balance. Donc Mercure en balance, pareil, lui aussi, hein, en étant en balance, il est dans le domaine de Vénus en Scorpion. Donc même s'il est propice à la médiation
et à dire les choses. Il peut y avoir quand même cette composante, vous l'aurez compris, surtout en temps d'éclipse, de remuer justement et d'oser voir euh, comment les ordres ou les tissages, que ce soit relationnels, harmonieux qu'on a dans nos vies, demandent peut-être à être confrontés à des choses moins confortables pour retrouver dans l'idéal une harmonie qui tendrait vers quelque chose de plus le reflet, j'allais dire, du macrocosme. Je voulais aussi en profiter pour vous inviter demain avec Aurore Widmer. On fait un atelier gratuit sur les archétypes du féminin qui introduit un petit peu la retraite qu'on fera ensemble en mars, au mois de mars. Alors, je crois que c'est dans la région, dans la région de lyonnaise, plus dans les Alpes, en Savoie. Hein. Et je vous invite aussi pour ceux qui souhaiteraient faire leur révolution solaire dans le signe de la Balance. Donc c'est toujours un moment un petit peu intéressant pour notre anniversaire, pour aller voir les énergies du moment et avec quoi justement on peut composer au niveau planétaire et symbolique. Et bien sûr, pour celles que ça a, ou ceux, hein, bien sûr, que ça a titillé toutes ces déesses de l'ombre, je vous mettrai aussi au même tarif que les révolutions solaires qui sont que j'essaie de maintenir très accessibles, une déesse spéciale, une séance spéciale déesse de l'ombre pour aller explorer justement tous ces archétypes qu'on va explorer, notamment en plaçant de nombreux astéroïdes qui sont liés. Il y en a énormément qui nous donnent la possibilité d'aller regarder ce que ça raconte dans notre thème. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine.